La conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mercredi à Kalemi. C'est le chef de l'État qui a donné le go à cette assise centrée sur le programme de développement des 145 territoires. Le collectif des gouverneurs soutient à l'unanimité le changement de la Constitution. L'opposition, pour sa part, continue à multiplier des stratégies pour y barrer la route, tout comme les Wazalendo qui estiment que le changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information de partout où vous nous rejoignez. Bienvenue. On commence tout de suite avec l'ouverture ce mercredi 27 novembre de la 11e conférence des gouverneurs à Kalemi. C'est sous les thèmes renforcer la gouvernance dans les provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite PDL 145 territoires que le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a donné le go de cette assise. On en parle avec Rachel Adasaliouala. Lors de l'ouverture de la 11e conférence des gouverneurs, le chef de l'État a d'abord donné la mission de ces assises. Concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées, les ETD. 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Enfin, 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoires. Par la même occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué quelques facteurs qui freinent le développement des provinces. Le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. Placé sous les thèmes « Renforcer la gouvernance dans les provinces pour assurer la cohésion communautaire », facteur clé de la réussite du PDL 145, que cette conférence ouverte ce 27 novembre ira jusqu'au 29 du même mois. S'agissant du changement de la Constitution, le collectif de gouverneurs des provinces le soutient à l'unanimité. La motion de soutien a été lue par la gouverneure du Lualaba, Pofifi Masuka. Cette mesure est salvatrice et appelle la population à emboîter le pas. Elle l'a dit lors de l'ouverture de la conférence des gouverneurs ce mercredi 27 novembre au Tanganyika. Regardez. Le collectif des gouverneurs de province en RDC, réuni à Kalemi dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs, a exprimé un soutien unanime au projet des changements de la Constitution. Ce gouverneur l'a dit dans une motion adressée au président Félix Tshisekedi. S'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. L'importance de cette réforme pour ce gouverneur est de renforcer la cohésion nationale et l'élan de développement local initié par les chefs de l'État. Et pendant ce temps, l'opposant Deli Sesanga poursuit sa croisade contre le projet du changement de la Constitution porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il était sur le terrain ce mercredi 27 novembre pour sensibiliser la population congolaise quant à ce. Regardez. Le sursaut national était dans la rue ce mercredi pour sensibiliser la population à refuser les changements de la Constitution. Lors de cette campagne, l'opposant Deli Sesanga a appelé le peuple à s'élever et à ne plus se laisser manipuler. A changé la Constitution pour allumer sa troisième mandat.
campagne de sensibilisation pour que les Congolais nyonso batema lokola moto moko pour que eloko wana babengi changement de constitution et les quatre. Ici est de noter que depuis l'annonce du changement de la Constitution, l'opposition est dans l'ébullition. Et du côté de Wazalendo, on trouve que le changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour pour Assamamba. Il est paradoxal de réfléchir sur le changement de la Constitution alors que les entités congolaises sont en train d'être assiégées. Rachel Mavitidi nous en dit beaucoup. Moi, en tant que citoyen, mais aussi Wazalendo, je suis convaincu que ce n'est pas le bon moment de le faire. Et je suis optimiste que les peuples congolais, surtout du Nord Kivu et du Littorie, ne peut jamais accepter cette bêtise, d'autant plus que nous sommes dans une mesure exceptionnelle de l'état de siège. Il est paradoxal de réfléchir sur la révision constitutionnelle alors que nos entités sont en train d'être assiégées du jour au lendemain. Et cela nous prouve à quel degré Kinshasa n'ont jamais pris la question de l'Est comme une urgence. Il sera fatal à la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment, de continuer de voir la question du Nord Kivu, la question de l'Ituri comme une question initiale, alors que c'est une question que nous devions prendre d'une manière absolue. Je suis convaincu, comme le Wazalendo, cela ne peut jamais passer, parce que même la constitution actuelle, nous n'avons jamais appliquée. L'article 1 de notre constitution, ça dit que la RDC est un état de droit uni et indivisible. L'article 5, ça nous dit ça reconnaît la sacralité de la vie humaine, qui doit être protégée, préservée par l'État, par tous les moyens possibles, même l'État qui déciderait de s'acquitter de cette obligation. Mais jusqu'à aujourd'hui, même cet article n'a jamais été pris compte, parce que on est en train de massacrer la population du Roumu, de Mambasa, y compris de Beni. Actuellement, dans le secteur de Baper, nous sommes en train d'assister au massacre contre les populations civiles. Et actuellement, notre souveraineté est menacée par le M23, parce que si on avait instauré la mesure de l'état de siège, c'est pour instaurer l'autorité de l'État, là où l'État n'arrive pas à imposer sa loi. Mais malheureusement, il est paradoxe de parler sur la question de la révision constitutionnelle lorsque les questions urgentes, on ne les prend pas compte. En coopération, le Maroc et la RDC veulent se lancer dans un partenariat gagnant-gagnant dans leurs relations bilatérales. La première ministre Judith Souminois en a discuté avec son homologue marocain Aziz Akanouch. C'était au cours de l'audience accordée à la première ministre congolaise au palais de Rabat au Maroc le mardi 26 novembre. Patrick Isobongesevokuma. C'est le premier ministre du royaume chérifien Aziz Akanouch qui recevra son homologue pour la conduire dans son cabinet de travail au Palais Royal. Des thèmes essentiels pour l'avenir de ces deux pays, le Maroc et la RDC, ont été abordés au cours de cet échange. Il a été plus question de placer la souveraineté de l'Afrique au-dessus de tout. Je suis venu aujourd'hui rencontrer Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement chérifien, parce que je suis à la tête d'une délégation congolaise avec un certain nombre de ministres, mais aussi des membres du patronat congolais. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir, et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. L'intégration économique régionale, l'avenir prometteur du continent et la coopération qui s'inscrit dans le temps, les deux hommes d'État ont tout passé au peigne fin. À entendre Judith Souminois, il se dégage une volonté de faire avancer les intérêts congolais tout en favorisant un climat d'échange fructueux avec le royaume chérifien.
Et puis l'épouse de feu Maréchal Mobutu, honorée par la première ministre de la RDC, Maman Bobila Dawa, a reçu la visite de Judith Souminois en séjour au royaume chérifien. La perception de l'ex-première dame du Zaïre sur la parité en RDC a été évoquée dans les échanges. C'était le mardi 26 novembre à Rabat, au Maroc. Patrick Issou revient. À Rabat au Maroc, pour le forum Middays, la première ministre n'a pas hésité un seul instant à rendre visite à Maman Bobila Dawa, épouse de feu le maréchal Mobutu. L'ex-première dame du Zaïre, 79 ans aujourd'hui, reste profondément attachée à son pays. Maman Bobila Dawa a salué la nomination de Judith Souminois à la tête du gouvernement. Pour elle, une femme à cette fonction, c'est exceptionnel. Quand on a lancé la télévision, tu as nommé Premier ministre, moi aussi, na CPA qui collègue. Quand j'ai suivi la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, j'étais grandement réjouie. Les nominations des hommes, pour moi, j'en trouve normal. La nomination de la femme était juste. Les femmes tiennent la famille. Des mots pleins de sagesse et d'honnêteté vont rappeler à la première ministre la nécessité d'avoir des femmes dans les instances de prise de décision. Maman Bobila Dawa va de ce fait émettre le souhait de voir la parité être respectée, car les femmes savent toujours relever le défi. Si au sein du gouvernement, nous pourrions avoir 6 hommes et 6 femmes, le pays serait avancé. Je lui avais dit quand elle est arrivée que j'étais ravie de sa nomination. Les deux femmes ont longuement discuté dans une ambiance émotive. L'ex-première dame va prodiguer des conseils à Judith Souminois, qui l'en recevra avec amour et considération. À partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Cette rencontre a résonné comme un hommage à l'histoire et à l'engagement des femmes dans la société congolaise. Autre titre, le jardin zoologique de Kinshasa sera bientôt délocalisé. Le ministre du Tourisme en a évoqué lors du dernier briefing avec la presse. Didier Pambia a relevé le fait que l'ancien emplacement de ce jardin ne convient plus compte tenu des normes actuelles sur la protection des fauves et autres. Regardez. Nous misons d'abord sur ce qu'on appelle le tourisme domestique parce que nous connaissons nos réalités et il y a plus de facilité à pouvoir les aborder. Pendant ce temps, le travail est en train de se faire. Il y a un plan au niveau du gouvernement de restructuration au niveau de tout ce qui est routier. Ça va jusque même au niveau des routes de desserte agricole. Mais entre-temps, il faut voir ce que nous avons entre les mains. Nous avons un fleuve qui, à lui seul, est déjà une sorte d'autoroute. Nous sommes en train de réfléchir, on a discuté avec le VPM Transport sur les moyens d'utiliser ce fleuve-là au niveau touristique. On ne peut pas faire une annonce qui doit être faite par le ministre des Transports, mais très bientôt il y aura à ce niveau-là des choses qui vont être faites. Le zoo de Kinshasa, je suis allé le visiter moi-même. C'est vrai qu'il est dans un état assez délabré, mais nous avons un partenariat entre l'ICCN, qui est le gestionnaire du site, et des partenaires égyptiens, qui va incessamment sous peu démarrer et permettre de restaurer ce zoo-là. Mais on ne peut pas, dans cet espace qui est pour l'instant contigu, avoir assez d'espace pour faire les zoos à la manière dont ça se fait à l'international. Il y a lieu de le transformer, utiliser plus ce zoo-là comme un espace pour faire un reptilium ou bien des espaces pour les oiseaux en cage. Et il y a plutôt une idée de délocalisation. C'est pour ça qu'au début, je vous avais parlé de cette délocalisation au niveau du site de l'Ansele, où déjà à l'époque, il existait un jardin zoologique où il y a plus d'espace pour faire des cages où on peut avoir des animaux. On prend par exemple un lion, on ne peut plus aujourd'hui mettre un lion dans un espace confiné. Il y a des nouvelles normes
qui rendent ce zoo-là caduque. Donc nous sommes dans une démarche de délocalisation et de transformation du zoo de Kinshasa. Et c'est une démarche qui se fait pas seulement par le ministère du Tourisme, parce qu'à ce niveau-là, nous avons une cogestion avec le ministère de la Défense, avec les gens du corps PPN, et avec le ministère de l'Environnement qui s'occupe, lui, de la conservation. Direction Ituri, où 18 jeunes ont été présentés au gouverneur militaire le mardi 26 novembre à Bunia. Ces jeunes sont accusés d'être parmi les nouvelles recrues de la rébellion AFC à partir de Djougou. D'après la police nationale congolaise sur place, ces personnes ont été arrêtées alors qu'elles s'apprêtaient de traverser la frontière congolo-rwandaise. Affaire Vita nous fait le point. D'après le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengeloa, commandant provincial de la police nationale congolaise en Ituri, ces jeunes, nouvelles recrues de l'AFC ont été arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à traverser la frontière RDC-Rwanda en vue de rejoindre un centre d'entraînement de cette rébellion dans la province du Nord Kivu. Ils ont été recrutés par monsieur du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC par M23, l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser l'Ituri, déstabiliser la République démocratique du Congo. Profitant de l'occasion, le gouverneur militaire Johnny Loboya a appelé la population iturienne à dénoncer tout criminel qui cherche à déstabiliser cette province sous état de siège. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces criminels qui veulent détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre, qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites des déplacés, chez les vulnérables. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est au total 18 jeunes qui ont été arrêtés. Sport au plus bref, la 26e Coupe d'Afrique Handball Dames a démarré ce mercredi 27 novembre à Kinshasa au stade des Martyrs dans la matinée. Pour la première journée, quelques rencontres ont eu lieu, notamment Cameroun-Guinée, Sénégal-Kenya, Algérie, Cap-Vert. Il en sort que le Cameroun a battu la Guinée sur la marque de 32-26. Le Sénégal a dominé le Kenya et en le battant 39-9 et l'Algérie a battu 20-16 le Cap-Vert. Il faut noter que les Léopards dames joueront contre les Aigles de la Tunisie le 30 novembre pour le compte de la deuxième journée. En dehors de nos frontières, en Afrique du Sud, les combattants de la liberté économique et le mouvement pour la transformation de l'Afrique continuent à demander des comptes au président Cyril Ramaphosa. Ils insistent sur la nécessité de l'ouverture d'une enquête approfondie dans l'affaire Falafala datant de juin 2022. Affaire Nuvita. D'après l'opposition sud-africaine, Cyril Ramaphosa devra ouvrir une enquête approfondie dans l'affaire Falafala qui date de juin 2022. Tout ce que nous demandons, c'est que le président n'abuse pas de son pouvoir comme l'a fait Jacob Zuma à Nkandla, sa résidence privée. Nous voulons qu'il explique d'où provient l'argent découvert à Palapala, sa ferme privée. L'ANC utilise toujours sa majorité au Parlement pour se protéger. La Haute Cour de justice avait permis de rouvrir le dossier concernant ce vol de plus d'un demi-million de dollars dans la ferme du président sud-africain ce mois de novembre. Cependant, la Cour constitutionnelle prend généralement plusieurs semaines, voire des mois pour rendre sa décision. Malgré cela, Julius Malema et ses partisans restent déterminés. Nous sommes ici pour demander des comptes à l'exécutif. L'ANC est allé au tribunal pour défendre la corruption, pour défendre un homme qui n'a même pas nié qu'il y avait de l'argent dans sa ferme. Camarades, nous allons gagner ce procès contre le président Cyril Ramaphosa. Nous le ramènerons au Parlement et lancerons une procédure de destitution, car l'ANC a utilisé sa majorité de manière inconstitutionnelle.
in an unconstitutional manner. Toute reprise des procédures de destitution pourrait s'avérer risquée pour le président Cyril Ramaphosa, qui a été réélu pour un second mandat en juin avec le soutien de ses partenaires de coalition. Les alliés de Ramaphosa devront peut-être renforcer leur soutien pour éviter que cette situation ne prenne une tournure plus sérieuse. Et c'est par ici que se referme ces sessions d'information. En voici le rappel des titres à la une. La conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mercredi à Kalemi. C'est le chef de l'État qui a donné le go à cette assise centrée sur le programme de développement des 145 territoires. Le collectif des gouverneurs soutient à l'unanimité le changement de la Constitution. L'opposition, pour sa part, continue à multiplier des stratégies pour y barrer la route, tout comme les Wazalendo qui estiment que le changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention et y avoir soutenu. Portez-vous bien de partout où vous êtes. Bonsoir chez vous.